Salut, salut, comment tu vas? Donc on se retrouve ce soir pour une lecture chuchotée du dernier tome de Harry Potter, Les Reliques de la Mort, par J.K. Rowling. Donc voilà, c'est une série qui se termine. Ça a mis du temps, ça a mis le temps qu'il fallait, de toute façon, parce que ça reste quand même beaucoup de travail. Faire un audio vraiment de qualité, aussi long, il y a 40 minutes de lecture chuchotée. Ça a été, c'est toujours plus ou moins difficile. Et quand tu bafouilles, que tu machins et tout ça, quand tu grognes, quand ça siffle et tout ça, donc c'est vraiment beaucoup de coupes, c'est beaucoup de travail pour 40 minutes de lecture chuchotée d'audio. En fait, pour 40 minutes d'audio, ça m'a pris peut-être plus de 3 heures de montage. C'est dire à quel point c'est compliqué, quoi. Et enregistrer aussi, c'est compliqué. Voilà, donc parce que ouais, je va savoir pourquoi quand tu dois lire aussi longtemps, tu te déconcentres facilement et tu bafouilles et tu machins et tu bidules et tu lis les mots à travers et tout ça. C'est un travail qui est très exigeant, mais bon, là je suis vraiment satisfait du résultat final. Donc voilà, je te laisse avec le tapping et profite bien de cette vidéo. Voilà. Harry Potter et les reliques de la mort par J.K. Rowling. Chapitre 4. Les 7 Potter. Harry remonta l'escalier 4 à 4 et revint dans sa chambre juste à temps pour voir par la fenêtre la voiture des Dursley tourner au bout de l'allée et s'engager dans la rue. Le chapeau haut de forme de Dédalus était visible entre la tante Pétunia et Dudley assis à l'arrière. Arrivé à l'extrémité de Privet Drive, la voiture prit à droite, ses vitres étincelant d'un reflet écarlate à la lueur du soleil couchant. Enfin, elle disparut. Harry prit la cage d'Edwidge, son éclair de feu et son sac à dos. Il promena une dernière fois son regard sur sa chambre anormalement bien rangée, puis, d'une démarche que ses bagages rendaient malaisée, il redescendit dans le hall où il posa cage, balai et sac à dos au pied de l'escalier. La lumière du jour diminuait rapidement, les ombres du crépuscule emplissant la pièce. Debout dans le silence, il éprouvait une étrange sensation à la pensée qu'il allait sortir de cette maison pour la dernière fois. Des années plus tôt, lorsque les Dursley le laissaient seul pour aller s'amuser au dehors, ces heures de solitude lui procuraient un plaisir rare. Faisant une simple halte devant le réfrigérateur pour y prendre la sauvette, quelque chose de bon, il se précipitait au premier étage et allait jouer avec l'ordinateur de Dudley ou allumer la télévision et s'en donner à cœur joie, passant toutes les chaînes en revue. L'évocation de ces moments-là lui inspira un étrange sentiment de vide. C'était comme s'il se souvenait d'un petit frère disparu. « Tu ne veux pas jeter un dernier coup d'œil à la maison ?» demanda-t-il à Edwidge, qui continuait de bouder, sa tête sous l'aile. « Nous ne reviendrons jamais ici. Tu ne veux pas te rappeler les bons moments? Regarde ce paillasson, par exemple. Quel souvenir! Dudley avait vomi dessus quand je l'ai sauvé des détraqueurs. Finalement, il m'en a été reconnaissant. Qui aurait pu croire ça? Et l'été dernier, Dumbledore a franchi cette porte. » Pendant un instant, Harry perdit le fil de ses pensées et Edwidge ne fit rien pour l'aider à le retrouver. Elle restait immobile, sa tête sous l'aile. Harry tourna le dos
Harry se souvenait cependant des rêves qui, déjà, le hantaient. Des rêves confus, avec des éclairs de lumière verte, et même une fois, l'oncle Vernon avait failli jeter la voiture dans le décor quand Harry l'avait raconté. Une moto volante. Quelque part, à proximité, un rugissement assourdissant retentit. Harry se redressa d'un mouvement brusque et se cogna la tête contre le linteau de la porte basse. Ne prenant que le temps de proférer quelques-uns des jurons favoris de l'oncle Vernon, il se dirigea vers la cuisine d'un pas trébuchant, en se tenant la tête, et regarda par la fenêtre le jardin situé à l'arrière de la maison. L'obscurité sembla onduler comme des vagues, l'air lui-même frémissait, puis, une à une, des silhouettes apparurent à mesure que se dissipaient les sortilèges de désillusion. Dominant la scène, Hagrid, équipé d'un casque et de lunettes de motard, était assis à califourchon sur une énorme moto à laquelle était attaché un sidecar noir. Tout autour de lui, des sorciers descendirent de leurs balais, et même, pour deux d'entre eux, de chevaux ailés, noirs et squelettiques. Ouvrant à la volée la porte derrière, Harry se précipita vers eux. Il fut salué à grands cris tandis qu'Hermione le serrait dans ses bras et que Ron lui donnait de grandes tapes dans le dos. « Ça va, Harry ?» dit Hagrid, prêt à prendre le large. « Sans aucun doute, répondit-il en les regardant tous d'un air rayonnant. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si nombreux. » Changement de programme, grogna Folleuil. Il tenait dans ses mains deux énormes sacs rebondis. Son œil magique, tournoyant entre le ciel assombri, la maison, le jardin, avec une rapidité qui donnait le vertige. « Mettons-nous à l'abri avant qu'on ne t'explique. » Harry les amena dans la cuisine où, riant et bavardant, ils s'installèrent sur les chaises, s'assirent sur les plans de travail étincelants de la tante Pétunia, s'adossèrent contre ses appareils électroménagers aux surfaces immaculées. Ron, avec sa longue silhouette dégingandée, Hermione, ses cheveux ébouriffés tirés en arrière et noués en une longue tresse, Fred et George arborant le même sourire, Bill couvert de terribles cicatrices sous ses cheveux longs, Mr. Weasley, le visage bienveillant, le crâne dégarni, les lunettes un peu de travers, Folleuil, usé par les batailles, une jambe en moins, son œil magique, bleu et brillant, tourbillonnant dans son orbite, Tonks, ses cheveux courts d'un rose vif, sa couleur préférée, Lupin, de plus en plus grisonnant et ridé, Fleur, mince et belle, ses longs cheveux d'un blond argenté, Kingsley, chauve, noir, les épaules larges, Hagrid, la chevelure et la barbe hirsute, debout, le dos voûté pour éviter de se cogner la tête contre le plafond, et Mundungus Fletcher, petit, sale, avec un air de chien battu, des yeux de passé à la paupière tombante et des cheveux emmêlés. En les voyant, Harry sentait son cœur rayonner, se dilater de bonheur. Il éprouvait pour chacun d'eux une extraordinaire affection, même pour Mundungus qu'il avait essayé d'étrangler lors de leur dernière rencontre. « Kingsley, je croyais que vous protégiez le Premier ministre, » lança Harry. « Il peut se passer de moi pour une nuit, » répondit-il. « Tu es plus important. » Harry, devine un peu, dit Tonks, perché sur la machine à laver. Elle agita la main vers lui, un anneau brillait à son doigt. « Vous vous êtes mariés ?» s'écria Harry, son regard passant de Lupin à elle. « Je suis désolé que tu n'aies pas pu être là, c'était très tranquille. »« C'est merveilleux, mais félicite. Ça va, on aura du temps plus tard pour les derniers potins, » grogna Maugret, sa voix dominant le brouhaha. Le silence se fit aussitôt dans la cuisine. Folleuil laissa tomber les sacs à ses pieds et se tourna vers Harry. « Dedalus te l'a sans doute déjà dit, nous avons dû abandonner le premier plan prévu. Pius Dickness a changé de camp, ce qui nous pose un gros problème. Il a interdit, sous peine de prison, de connecter cette maison au réseau des cheminées, d'y placer un porte-loin et d'y entrer ou d'en sortir par transplanage. Tout cela au nom de ta protection.
ici en toute sécurité. Deuxième problème, tu n'es pas majeur, ce qui signifie que tu as toujours la trace sur toi. Je ne... La trace, répéta Folleuil avec impatience. Le sortilège qui détecte l'activité magique autour des sorciers de moins de 17 ans. C'est de cette façon que le ministère repère la magie illégale chez les jeunes. Si un sort est jeté par toi ou quelqu'un dans ton entourage, Cygnès le saura et les mange-morts aussi. Nous ne pouvons attendre que la trace soit levée car, dès que tu auras atteint l'âge de 17 ans, tu perdras entièrement la protection que ta mère t'a donnée. En bref, Pius Cygnès pense qu'il t'a bel et bien pris au piège. Harry dut admettre que ce Cygnès qu'il ne connaissait pas avait en effet réussi à le coincer. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons utiliser le dernier moyen de transport qui nous reste, le seul que la trace ne puisse détecter car nous n'avons pas besoin de jeter de sorts pour nous en servir. Les balais, les sombrales et la moto de Hagrid. Harry voyait des défauts dans ce plan, mais il tint sa langue pour laisser à Folleuil une chance d'expliquer comment il comptait d'y remédier. Le sortilège protecteur de ta mère ne prendra fin qu'à 2 conditions. Quand tu deviendras majeur ou, Maugré désigna d'un geste large la cuisine aussi impeccable qu'au premier jour, lorsque tu cesseras de considérer cette maison comme la tienne. Ce soir, tu vas te séparer de ton oncle et de ta tante d'une manière définitive. C'est-à-dire que tu n'habiteras plus jamais avec eux, d'accord? Harry approuva d'un signe de tête. Par conséquent, cette fois-ci, quand tu partiras, il n'y aura plus de retour possible et le sortilège sera levé dès l'instant où tu auras quitté son champ d'action. Nous avons donc pensé qu'il valait mieux le lever plus tôt, sinon la seule autre possibilité serait d'attendre que tu sais qui vienne te chercher au moment où tu atteindras tes 17 ans. L'avantage dont nous bénéficions, c'est que tu sais qui ignore que nous partons ce soir. Nous avons organisé une fausse fuite au ministère. Ils pensent que tu ne quitteras pas la maison avant le 30. Mais n'oublions pas que nous avons affaire à tu sais qui. Nous ne pouvons donc pas être sûrs qu'il se contentera de la date annoncée. Il aura sans doute envoyé 2 mange-morts patrouiller dans le ciel des environs au cas où. C'est pourquoi nous avons sélectionné une douzaine d'autres maisons que nous avons entourées de toutes les protections possibles. Chacune d'elles peut apparaître comme l'endroit prévu pour te cacher. Elles sont toutes liées à l'ordre. Il y a ma maison, celle de Kingsley, celle de Muriel, la tante de Molly. Bref, tu vois l'idée générale. Oui, répondit Harry sans être entièrement convaincu, car le plan lui paraissait comporter encore une grosse lacune. Tu vas aller chez les parents de Tonks. Quand tu seras à l'abri derrière les sortilèges que nous avons jetés sur leur maison, tu pourras utiliser un porte au loin pour rejoindre le terrier. Des questions? Oui, dit Harry. Peut-être qu'au début, ils ne sauront pas quel est celui des 12 endroits protégés où je dois me rendre, mais quand ils verront, il fit un rapide calcul mental. 14 personnes volées vers la maison des parents de Tonks. Ma destination deviendra évidente. Ah, reprit Maugré, j'ai oublié de te parler du point essentiel. Les 14 personnes ne vont pas toutes aller chez les parents de Tonks. Ce soir, il y aura 7 Harry Potter dans le ciel, chacun avec un compagnon de vol et chacun se dirigeant vers une maison différente. Maugré sortit alors de sous sa cape un flacon rempli d'une substance qui ressemblait à de la boue. Il n'eut pas besoin d'ajouter un mot. Harry comprit aussitôt le reste du plan. Non, s'écria-t-il, sa voix résonnant dans toute la cuisine. Pas question. Je les avais prévenus que tu réagirais comme ça, dit Hermione en prenant un petit air supérieur. Si vous croyez que je vais laisser 6 personnes risquer leur vie, comme si c'était une nouveauté pour nous, lança Ron. Prendre mon apparence est très différent. Oh, tu sais, Harry, personne ici n'en a très envie, dit Fred avec sérieux. Imagine que quelque chose se passe mal et que nous soyons tous condamnés à rester à jamais des petits imbéciles binoclars et maigrichons. Harry n'eut pas le moindre sourire. Vous ne pourrez pas y arriver si je ne coopère pas. Il faudrait que je vous donne des cheveux. En effet, voilà qui démolit complètement notre plan, dit George,
sorcier à part entière, Potter, et nous sommes tous prêts à prendre le risque. Mondingus haussa les épaules et fit une grimace. L'œil magique de Maugrey pivota sur le côté de sa tête et lui lança un regard féroce. Arrêtons de discuter, le temps passe. Il me faut quelques-uns de tes cheveux, mon garçon, et tout de suite. Mais c'est de la folie, il est inutile, gronda Maugrey, alors que tu sais qui est à l'affût avec la moitié du ministère à ses côtés. Potter, si nous avons de la chance, il aura gobé notre fausse piste et préparera une embuscade pour le 30, mais il serait fou s'il n'avait pas posté un ou deux mange-morts en observation. Moi, c'est ce que je ferai. Ils ne peuvent peut-être pas s'approcher de toi ou de cette maison tant que le sortilège de ta mère reste actif, mais il ne va pas tarder à prendre fin et ils savent en gros dans quel périmètre te trouver. Notre seule chance, c'est d'utiliser des leurs. Même tu sais qui ne peut pas se séparer en 7. Harry croisa le regard d'Hermione et détourna aussitôt les yeux. Alors, Potter, tu me les donnes ces cheveux, s'il te plaît. Harry jeta un coup d'œil à Ron. Celui-ci lui adressa une grimace qui signifiait « Fais-le et c'est tout ». Tout de suite, aboya Maugrey. Les regards des autres rivaient sur lui. Harry leva la main, attrapa une mèche de ses cheveux et tira. « Bien, dit Maugrey. » Il s'avança vers lui de son pas claudiquant et déboucha le flacon de potion. « Mets-les là-dedans, si tu veux bien. » Harry laissa tomber ses cheveux dans le liquide boueux. Dès qu'ils entrèrent en contact avec sa surface, la potion se mit à mousser et à fumer, puis, tout d'un coup, elle prit une couleur dorée, claire et brillante. « Oh, Harry, tu as l'air d'avoir bien meilleur goût que Crabble et Gold, dit Hermione. Puis elle vit Ron hausser les sourcils et ajouta en rougissant légèrement. « Tu comprends bien ce que je veux dire. La potion de Goyle ressemblait à de la morve. »« Bon, alors, les faux Potter en file indienne, s'il vous plaît, dit Maugrey. » Ron, Hermione, Fred, George et Fleur s'alignèrent devant l'évier scintillant de la tante Pétunia. « Il en manque un, remarqua Lupin. »« Ici, lança Hagrid d'un ton brusque. » Il souleva Mondingus par la peau du cou et le reposa à côté de Fleur qui fronça le nez d'un air éloquent et changea de place pour se mettre entre Fred et George. « Je vous avais dit que j'aurais préféré être garde du corps, grommela Mondingus. »« Ferme-la, grogna Maugrey. Comme je te l'ai déjà expliqué, misérable petit mollusque, si nous tombons sur des mange-morts, ils chercheront à capturer Potter, pas à le tuer. Dumbledore a toujours répété que tu sais qui voulait en finir lui-même avec Potter. Ce sont les gardes du corps qui ont le plus à s'inquiéter. Les mange-morts essaieront sûrement de les tuer. » Mondingus ne parut pas particulièrement rassuré, mais Maugrey sortait déjà de sous sa cape une demi-douzaine de verres de la taille d'un coquetier, qu'il distribua avant de verser un peu de polynectar dans chacun d'eux. Maintenant, tous ensemble. Ron, Hermione, Fred, George, Fleur et Mondingus burent leur verre d'un coup. Ils eurent tous un haut-le-cœur accompagné d'une grimace lorsque la potion leur descendit dans la gorge. Aussitôt, la peau de leur visage se couvrit de cloques et leurs traits commencèrent à se déformer comme de la cire chaude. Hermione et Mondingus grandirent brusquement. Ron, Fred et George se ratatinèrent. Leurs cheveux s'assombrirent, ceux d'Hermione et de Fleur se rétractant dans leur crâne. Indifférent à ces transformations, Maugrey était occupé à dénouer les cordons des deux sacs qu'il avait apportés. Lorsqu'il se redressa, une demi-douzaine de Harry Potter étaient alignés devant lui, hoquetant et haletant. Fred et George tournèrent l'un vers l'autre et s'écrièrent d'une même voix. « Ça alors, on est exactement pareil. » À la réflexion, je ne sais pas, reprit Fred qui examinait son reflet dans la bouilloire. Je crois que c'est toujours moi le plus beau. Oh là là, s'exclama Fleur en se contemplant dans la porte du micro-ondes. Bill, ne me regarde pas, c'est fou ce que je peux être horrible. Pour ceux dont les vêtements sont un peu amples, j'en ai de plus petits, annonça Maugrey en indiquant le premier sac, et vice-versa. N'oubliez pas les lunettes, il y en a 6 paires dans la poche latérale. Quand vous serez habillé, vous trouverez des bagages dans l'autre sac. Le vrai Harry songea qu'il n'avait jamais vu dans sa vie un spectacle aussi bizarre, et pourtant, il était
fouiller dans les sacs, en sortir des vêtements, mettre des lunettes, ranger leurs propres affaires. Lorsqu'il se déshabillait en toute impudeur, beaucoup plus à l'aise en dévoilant son corps qu'il ne l'aurait été en montrant le leur, il eut envie de leur demander un peu plus de respect pour son intimité. Je savais que Ginny mentait à propos de ce tatouage, dit Ron en regardant sa poitrine nue. Harry, tu as une vue vraiment épouvantable, commenta Hermione en mettant des lunettes. Une fois habillés, les faux Harry prirent dans le deuxième sac des sacs à dos et des cages à hibou, dont chacune contenait une chouette des neiges empaillées. Bien, dit Maugrey lorsqu'il se trouva devant 7 Harry, vêtus à l'identique, portant lunettes et chargés de bagages. Vous partirez 2 par 2 dans l'ordre suivant. Mondingus voyagera avec moi sur un balai. Pourquoi avec toi? Ronchonna le Harry qui se tenait près de la porte de derrière. Parce que tu es celui qu'il faut surveiller, grogna Maugrey, et son œil magique ne trembla pas lorsqu'il fixa Mondingus. Arthur et Fred, poursuivit-il. Moi c'est George, rectifia celui des jumeaux, qui désignait Maugrey. Tu n'es même pas capable de nous distinguer l'un de l'autre quand nous sommes Harry. Désolé, George. Je me payais ta baguette, en fait, je suis Fred. Ça suffit, on n'a pas le temps à perdre, gronda Maugrey. L'autre, George ou Fred, ou je ne sais qui, tu es avec Rémus, Miss de la cour. Je prends Fleur avec moi sur un sombral coupabile. Elle n'aime pas trop les balais. Fleur vint se placer à côté de lui et lui adressa un regard mièvre et soumis, dont Harry espérait de tout son cœur qu'il n'apparaîtrait jamais plus sur son visage. Miss Granger avec Kingsley, également sur un sombral. Hermione sembla rassurée en rendant à Kingsley son sourire. Harry savait qu'Hermione aussi était mal à l'aise sur un balai. Ce qui te laisse avec moi, Ron, dit Tonks d'un ton joyeux en lui adressant un signe de la main qui renversa au passage un arbre à tasse. Ron n'eut pas l'air aussi satisfait qu'Hermione. Et toi, tu viens avec moi, Harry, ça te va? Lança Hagrid qui paraissait un peu anxieux. Nous prendrons la moto, je suis trop lourd pour les balais et les sombrales, tu comprends? Et comme il n'y aura pas beaucoup de place sur la selle une fois que je serai dessus, tu voyageras dans le sidecar. C'est parfait, répondit Harry, sans être vraiment sincère. Nous pensons que les mange-morts s'attendent à te voir sur un balai, expliqua Maugrey, qui semblait deviner les pensées de Harry. Rogue a eu le temps de leur raconter tout ce qu'il n'avait encore jamais dit à ton sujet, et donc, si nous tombons sur des mange-morts, il y a fort à parier qu'ils choisiront l'un des Potters qui paraissent le plus à l'aise sur un balai. Il referma le sac qui contenait les vêtements des faux Potters et s'avança le premier vers la porte de derrière. Bien, à présent, j'estime que nous pourrons partir dans 3 minutes, poursuivit-il. Pas besoin de verrouiller la porte, ça n'empêcherait pas les mange-morts d'entrer quand ils viendront voir ici. Allons-y. Harry se hâta de retourner dans le hall pour y prendre son sac à dos, son éclair de feu et la cage d'Edwidge, avant de rejoindre les autres dans le jardin obscur. De tous côtés, des balais sautaient dans les mains de leurs propriétaires. Avec le secours de Kingsley, Hermione avait déjà grimpé sur un grand sombral noir, et Bill avait aidé Fleur à monter sur l'autre. Hagrid, debout à côté de la moto, avait mis ses lunettes de motard et se tenait prêt. C'est celle-ci, la moto de Sirius. Elle-même, répondit Hagrid, rayonnant en baissant les yeux vers Harry. Et la dernière fois que tu es monté dessus, Harry, tu tenais dans le creux de ma main. Harry ne put s'empêcher de se sentir un peu humilié lorsqu'il s'installa dans le sidecar. Il se trouvait à plusieurs dizaines de centimètres au-dessous des autres. Ron eut un petit sourire moqueur en le voyant assis là comme un enfant dans une auto tamponneuse. Harry fourra son sac à dos et son balai à ses pieds et parvint à caler la cage d'Edwidge entre ses genoux. Sa position était extrêmement inconfortable. Arthur l'a bricolé un peu, dit Hagrid, sans se douter de l'inconfort dont souffrait son passager. Lui-même s'assit sur la moto qui grinça légèrement et s'enfonça de quelques centimètres dans le sol. Il y a 2 ou 3 nouveaux trucs commandés depuis le guidon. Celui-là, c'est une idée à moi. Il monta d'un doigt épais un bouton violet près du compteur de vitesse. Attention, Hagrid, dit Mr. Weasley qui se tenait à côté d'eux, les mains sur son balai. Je ne suis toujours pas
servira à rien. Tout le monde enfourcha son balai. Tiens-toi bien, Ron, dit Tonks. Harry vit Ron jeter furtivement un regard coupable en direction de Lupin avant de prendre Tonks par la taille. Hagrid fit démarrer la moto d'un coup de kick. Elle rugit comme un dragon et le sidecar se mit à vibrer. Bonne chance à tous, cria Maugrey. On se retrouve au terrier dans 1 heure environ. Attention, à 3. 1, 2, 3. La moto produisit un grondement sonore et Harry sentit le sidecar faire un terrible bond en avant. Il s'élevait très vite dans les airs, ses yeux s'humectant légèrement, ses cheveux rejetés en arrière. Autour de lui, les balais prenaient eux aussi de l'altitude. La longue queue noire d'un sombral fila à côté d'eux. Les jambes de Harry, coincées entre son sac à dos et la cage d'Edwidge, étaient déjà douloureuses et commençaient à s'engourdir. Il était si mal installé qu'il faillit oublier de jeter un dernier coup d'œil au numéro 4, Private Drive. Lorsqu'il regarda par-dessus le bord du sidecar, il ne pouvait déjà plus reconnaître la maison parmi les autres. Il montait de plus en plus haut dans le ciel. Puis, soudain, surgissant de rien et de nulle part, une trentaine de silhouettes encapuchonnées, suspendues dans les airs, les cernèrent entièrement, formant un vaste cercle au milieu duquel les membres de l'ordre s'étaient élancés, inconscients du danger. Des cris, des éclats de lumière vertes de tous côtés. Hagrid poussa un hurlement et la moto se retourna. Harry ne savait plus où ils étaient. Les lumières des réverbères brillaient au-dessus de sa tête. Des clameurs retentissaient autour de lui. Il se cramponnait de toutes ses forces au sidecar. La cage d'Edwidge, l'éclair de feu et son sac à dos glissèrent d'entre ses genoux. Non, Edwidge! Le balai tournoyait déjà vers la terre, mais il parvint à saisir la sangle de son sac à dos et la poignée de la cage tandis que la moto pivotait à nouveau dans le bon sens. Il eut une seconde de répit, puis un autre éclair de lumière verte jaillit. La chouette poussa un cri perçant et tomba sur le plancher de la cage. Non, non! La moto fonça tout droit. Harry vit des mange-morts au visage recouvert de capuchons se disperser sur le passage de Hagrid, qui brisa brutalement leur cercle. Edwidge, Edwidge, mais la chouette était étendue, immobile, sur le plancher de la cage, tel un jouet pitoyable. Il n'arrivait pas à y croire et la peur qu'il éprouvait pour les autres fut à son comble. Il regarda par-dessus son épaule et vit une masse de gens voler en tous sens. D'autres jets de lumière verte, 4 sorciers, assis 2 par 2 sur leur balai, qui s'élevaient au loin sans qu'ils puissent dire de qui il s'agissait. Hagrid, il faut revenir, il faut absolument revenir, hurla-t-il, essayant de couvrir le vrombissement du moteur qui résonnait comme un tonnerre. Il sortit sa baguette magique et glissa la cage d'Edwidge à l'intérieur du sidecar, refusant d'admettre qu'elle était morte. Hagrid, faites demi-tour. Mon travail, c'est de t'amener là-bas sain et sauf, Harry, vociféra Hagrid et il mit les gaz à fond. Stop, stop, cria Harry. Mais comme il regardait à nouveau derrière lui, 2 jets de lumière verte passèrent tout près de son oreille gauche. 4 mange-morts s'étaient détachés du cercle et les poursuivaient, visant le dos aux larges épaules de Hagrid. Celui-ci faisait des embardées, mais sans parvenir à semer les mange-morts. D'autres sortilèges leur furent lancés et Harry dut se recroqueviller au fond du sidecar pour s'en protéger. Il se retourna en se contorsionnant et s'écria « Stupéfixe !» Un éclair rouge jaillit alors de sa propre baguette et creusa un espace entre leurs 4 agresseurs qui se dispersèrent pour l'éviter. « Attends, Harry, j'ai quelque chose qui va les occuper, » rugit Hagrid. Harry leva les yeux juste à temps pour voir Hagrid enfoncer d'un doigt épais un bouton vert près de l'indicateur d'essence. Un mur de briques compactes jaillit aussitôt du pot d'échappement. Tendant le cou, Harry le vit se déployer dans les airs. 3 des mange-morts parvinrent à le contourner, mais le 4e n'eut pas cette chance. Il disparut de son champ de vision puis tomba comme une pierre au-dessous du mur, son balai brisé en 1000 morceaux. L'un de ses compagnons ralentit pour lui porter secours, mais ils furent engloutis par l'obscurité, ainsi que le mur volant, et Hagrid, penché sur le guidon, continua de foncer. D'autres sortilèges de la mort
télescopèrent en une pluie d'étincelles multicolores. Harry eut la folle impression de voir des feux d'artifice et songea aux moldus, loin au-dessous d'eux, qui ne devaient pas avoir la moindre idée de ce qui se passait. « Attention, Harry, voilà une nouvelle surprise !» s'écria Hagrid. Il appuya sur un deuxième bouton et, cette fois, le tuyau d'échappement projeta un immense filet. Les mange-morts s'étaient préparés, cependant. Non seulement ils parvinrent à l'éviter, mais celui qui avait ralenti pour sauver leur compagnon inconscient les avait rejoints, surgissant soudain de l'obscurité. Ils étaient maintenant 3 pour suivre la moto et jeter des sorts en rafale. « Ça, au moins, ça marchera, tiens-toi bien, Harry !» hurla Hagrid. Harry le vit alors abattre sa main ouverte sur le bouton violet, à côté du compteur de vitesse. Avec un rugissement assourdissant immédiatement reconnaissable, le tuyau d'échappement vomit un jet de feu, blanc de chaleur, traversé de lueurs bleues, semblable à celui d'un dragon, et dans un bruit de métal déchiré, la moto bondit en avant, tel un boulet de canon. Harry vit les mange-morts virer sur place et disparaître pour échapper à la traînée de flammes mortelles, mais au même moment, il sentit le sidecar osciller dangereusement. Les fixations de métal qui l'attachaient à la moto s'étaient fissurées sous la puissance de l'accélération. « Ça va aller !» Harry hurla Hagrid, couché de tout son long sur le dos, projeté en arrière par l'augmentation brutale de la vitesse. Plus personne ne tenait le guidon et le sidecar commença à se tordre violemment dans le sillage de la moto. « Je m'en occupe, Harry, ne t'inquiète pas !» s'écria Hagrid. D'une poche intérieure de son blouson, il sortit alors son parapluie rose à fleurs. « Hagrid, non, laissez-moi faire !» Réparo! Il y eut une explosion retentissante et le sidecar se détacha complètement de la moto. Harry fut précipité en avant, propulsé par la vitesse acquise, puis le sidecar commença à perdre de l'altitude. Dans un geste désespéré, Harry pointa sa baguette et hurla « Wingardium Leviosa !» Le sidecar s'éleva comme un bouchon, impossible à diriger, mais au moins restait-il suspendu dans les airs. Son soulagement, cependant, ne dura qu'une fraction de seconde, car de nouveaux jets de lumière jaillirent soudain autour de lui. Les 3 mange-morts se rapprochaient. « J'arrive, Harry !» s'écria Hagrid dans l'obscurité, mais Harry sentait le sidecar perdre à nouveau de l'altitude. S'accroupissant aussi bas que possible, il dirigea sa baguette vers les silhouettes de ses poursuivants et lança « Impedimenta !» Le maléfice frappa le mange-mort du milieu en pleine poitrine. Pendant un instant, l'homme se retrouva les bras en croix, dans une position grotesque, comme s'il venait de s'écraser contre une barrière invisible. L'un de ses compagnons faillit le heurter de plein fouet. Puis le sidecar se mit à tomber en chute libre, et les 2 autres mange-morts jetèrent un sort qui passa si près de Harry qu'il dut se baisser brusquement, se cassant une dent contre le bord du siège. « J'arrive, Harry, j'arrive !» Une main énorme le saisit par le col de sa robe de sorcier et l'arracha du sidecar qui poursuivait sa chute. Harry attrapa son sac et se hissa sur la selle de la moto, se retrouvant dos à dos avec Hagrid, au moment où il s'élevait à nouveau dans les airs à distance des 2 mange-morts. Harry, crachant du sang, pointa sa baguette sur le sidecar et cria « Confringo !» Lorsque l'explosion retentit, il éprouva, à la pensée d'Edwidge morte dans sa cage, un terrible chagrin qui lui remua les entrailles. Le mange-mort le plus proche du sidecar fut désarçonné par la déflagration et sortit de son champ de vision. Son compagnon battit en retraite et disparut à son tour. « Harry, je suis désolé, gémit Hagrid. Je n'aurais jamais dû essayer de réparer ça moi-même. Tu n'as pas assez de place derrière. Ce n'est pas grave, continue à voler, cria Harry au moment où 2 autres mange-morts émergeaient de l'obscurité et se rapprochaient d'eux. Hagrid multiplia zigzags et embardés pour éviter les nouveaux sortilèges jetés par leurs poursuivants. Harry savait que Hagrid n'oserait plus utiliser le bouton qui déclenchait le feu de dragon, tant qu'il serait assis dans une position aussi instable. Harry envoyait en rafale des sortilèges de stupéfiction qui parvenaient à peine à tenir
glissa de sa tête. À la lueur rougeoyante du sortilège, Harry aperçut alors le visage étrangement inexpressif de Stan Rocade. « Stan !» Expelliarmus hurla Harry. « C'est lui, le vrai !» Malgré le bruit de tonnerre que produisait le moteur de la moto, le cri lancé par l'autre mange-mort sous son capuchon parvint aux oreilles de Harry. Un instant plus tard, les deux poursuivants firent demi-tour et disparurent au loin. « Harry, qu'est-ce qui s'est passé » vociféra Hagrid. « Où sont-ils partis ?»« Je ne sais pas. » Mais Harry avait peur. Le mange-mort encapuchonné avait crié « C'est lui, le vrai !» Comment le savait-il? Il scruta l'obscurité apparemment déserte et sentit la menace qui s'y cachait. Où était-il? Harry se retourna tant bien que mal sur la selle pour se placer dans le sens de la marche, puis il s'accrocha au blouson de Hagrid. « Hagrid, refaites le coup du dragon, il faut filer d'ici. »« Alors tiens-toi bien. » Il y eut à nouveau un rugissement perçant, assourdissant, et le jet de flammes bleues et blancs jaillit du pot d'échappement. Harry se sentit glisser en arrière sur ce qui lui restait de sel, et Hagrid fut projeté sur lui, parvenant tout juste à ne pas lâcher le guidon. « Je crois que nous les avons semés, Harry, je crois qu'on a réussi » s'écria Hagrid. Mais Harry n'en était pas convaincu. La peur le taraudait tandis qu'il regardait à gauche et à droite pour repérer les poursuivants dont il était sûr qu'ils allaient apparaître. Pourquoi les deux mange-morts avaient-ils fait demi-tour? L'un d'eux avait toujours sa baguette. C'est lui, le vrai. Ils avaient dit cela juste après qu'il eut désarmé Stan. « Nous y sommes presque, Harry, nous avons presque réussi » cria Hagrid. Harry sentit la moto perdre un peu d'altitude, mais les lumières à la surface du sol paraissaient toujours aussi lointaines que des étoiles. Soudain, la cicatrice sur son front se mit à le brûler comme une flamme. Deux mange-morts surgirent chacun d'un côté de la moto, et deux sortilèges de la mort jetés derrière lui manquèrent Harry de quelques millimètres. C'est alors que Harry le vit. Voldemort volait comme un nuage de fumée dans le vent, sans balai ni sombral pour le soutenir, sa tête de serpent se détachant dans l'obscurité, ses doigts pâles levant à nouveau sa baguette. Hagrid laissa échapper un mugissement de terreur et descendit en piqué. Se cramponnant de toutes ses forces, Harry lança au hasard des sortilèges de stupéfiction dans la nuit qui tournoyaient autour de lui. Il vit un corps tomber et sut qu'il avait touché un des deux mange-morts, mais il entendit une détonation et des étincelles jaillirent du moteur. La moto plongea alors en spirale, devenue totalement incontrôlable. Des jets de lumière verte fusèrent à nouveau. Harry ne savait plus où étaient le ciel et la terre. Sa cicatrice le brûlait toujours, il s'attendait à mourir à chaque instant. Une silhouette encapuchonnée à califourchon sur un balai se trouvait à quelques mètres de lui. Il la vit lever le bras. « Non !» Dans un hurlement de fureur, Hagrid sauta de la moto sur son assaillant. Harry vit avec horreur Hagrid et le mange-mort tomber hors de vue, leur poids combiné trop lourd pour le balai. Parvenant tout juste à serrer entre ses genoux la moto qui descendait en chute libre, Harry entendit Voldemort s'écrier « Il est à moi !» C'était la fin. Il ne pouvait voir ni entendre où se trouvait Voldemort. Il aperçut un autre mange-mort qui s'écartait de son chemin et une voix retentit « Avada !» Tandis que la douleur de sa cicatrice obligeait Harry à se fermer les yeux, sa baguette entra d'elle-même en action. Il la sentit qui faisait pivoter sa main comme un aimant géant, distingua à travers ses paupières à demi closes une gerbe de feu doré, entendit un craquement sonore et un cri de fureur. Le mange-mort encore présent poussa un hurlement. Voldemort tonna « Non !» Harry, sans qu'il sache comment, se retrouva le nez à quelques centimètres du bouton qui déclenchait le feu du dragon. Il l'écrasa de sa main libre et la moto cracha un nouveau jet de flammes, enfonçant droit vers le sol. « Hagrid !» appela Harry qui s'agrippait à la moto. « Hagrid ! Axio ! Hagrid !» Aspiré vers la terre, la moto prit de la vitesse. Le visage au niveau du guidon, Harry ne voyait plus que les lumières lointaines qui se rapprochaient de plus en plus. Il n'y avait rien à faire, il allait s'écraser sur le sol. Derrière lui, un autre cri résonna. « Ta baguette !
Selwyn, donne-moi ta baguette. Il sentit Voldemort avant de le voir. Jetant un regard en biais, il aperçut ses yeux rouges et pensa que ce serait sa dernière vision. Voldemort s'apprêtant une fois de plus à lui jeter un maléfice. Soudain, le Seigneur des Ténèbres se volatilisa. Harry baissa les yeux et vit Hagrid étendu sur le sol, les bras en croix. Il tira violemment sur les guidons pour éviter de s'écraser sur lui et chercha le frein à tâtons, mais dans un fracas assourdissant qui fit trembler le sol, il s'écrasa au milieu d'une mare